Bonjour à tous, on est très content aujourd'hui de vous avoir parmi nous pour ce panel Parlons croissance et investissement stratégique. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous les invités suivants. Monsieur Stéphane Gay, président de Transit, fabricant et distributeur de pièces automobiles depuis 1971, qui est d'ailleurs le plus gros entrepôt de pièces automobiles à l'est du Canada. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et nous avons Martin Joyal, président et fondateur de Youth Bar Factory depuis 2001. C'est le créateur et fabricant de bars tendres sans allergènes sur mesure. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Donc Stéphane et Martin vont aujourd'hui nous inspirer en nous expliquant comment ils gèrent leur croissance en conjuguant les efforts d'automatisation, de mobilisation des équipes et de compétitivité. Donc messieurs, dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre vous prenne 2 minutes pour nous présenter succinctement l'histoire de son entreprise. Stéphane, on commence par toi. 2 minutes top chrono. Excellent. Donc, Transit a été fondé sous le nom de Jacques Gay Incorporé, qui était mon père. C'était une petite entreprise de distribution de pièces auto qui revendait dans les garages à l'époque. Moi, je suis arrivé en 92 à l'âge de 22 ans et mon père était seul dans l'entreprise. Il a toujours été seul dans son entreprise et a fait son petit bout de chemin avec ça. Et il m'a tout simplement dit, tu devrais essayer peut-être d'aller vendre des pièces dans les magasins de pièces auto et on verra qu'est-ce que ça va faire. Il dit, pourquoi pas essayer? Donc, j'étais disponible et j'ai dit, OK, on l'essaye. C'était une décision aussi simple que ça. Donc, j'ai commencé en 92 à aller vendre des pièces dans les magasins de pièces auto et on était dans un petit entrepôt de 1500 pieds carrés. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, on est rendu dans un entrepôt de 150 000 pieds carrés. À l'époque, on était 2 employés, si j'inclus mon père et moi-même. Aujourd'hui, on est à plus ou moins 130 employés. Puis, on distribue des pièces d'auto dans les magasins. Donc, strictement au magasin, pas aux consommateurs, pas aux garagistes. Et au bout de la ligne, ce que ça fait Transit, c'est que ça aide les gens à sauver des sous sur l'achat de pièces d'auto. Et ce qui fait le succès de Transit, c'est l'équipe qui m'entoure, qui sont tous spécialistes dans chacun de leur domaine et ce qui nous fait performer d'année après année. Merci beaucoup, Stéphane. Et toi, Martin, à ton tour de nous présenter Youth Bar Factory. C'est drôle, Stéphane, tu as parlé que vous étiez 2 au départ. Moi, en 2001, on était 1,5. Il y avait moi et quelqu'un à temps partiel. Puis là, tu as dit que vous étiez 130, on est 128 en date d'hier. Donc, on a à peu près le même profil. Ça commence en 2001. C'était créé avec l'idée de créer une entreprise qui permettrait aux membres de l'équipe d'être heureux au travail. Puis que l'entreprise aurait comme valeur d'être travail d'équipe, respect, innovation, flexibilité. Fait que ça, c'était l'idée de base. Puis en 2005, on prend un virage. Ça s'appelait les Rapid Snacks à l'époque, mais c'est devenu Youth Bar Factory en 2010. Mais en 2005, avant, on prend un virage sans noix, sans arachides. On est les premiers au Canada à faire une marque privée qui fait un produit qui va être sans arachides, sans allergènes. Donc, on travaille très fort là-dessus, puis ça devient un peu notre marque de commerce. Fait qu'en 2010, on devient Youth Bar Factory et pour représenter plus que ce qu'on faisait, parce qu'à l'époque, on faisait que des carrés Rock Crispy, puis à partir de 2010, 50% de nos ventes sont des bars autres que céréales, ça peut être protéiné, ça peut être énergétique, etc. En 2015, dans un plan stratégique, on s'enclenche en dire on va avoir un building de classe mondiale et c'est ce qu'on a fait. On est déménagé dans une entreprise moderne en 2019. Puis en 2022, je complète avec on a une croissance de 33% par année. On est rendu 130, 125, 128. Puis on a des gens qui arrivent de 30 pays dans notre équipe. On est super fiers de ça. Donc, puis cette année, on devrait faire 100 millions de bars à peu près. Fait que donner une idée de grandeur. Fait qu'on a à peu près le même profil. Et c'est super intéressant. Donc, on voit que vous vous êtes talonné dans la croissance. Donc, du côté de Stéphane, on sait que tu as opté pour l'automatisation récemment. Donc, tu avais un objectif de tripler ton chiffre d'affaires. Du côté de Martin, tu nous le mentionnes d'ailleurs, il y a une nouvelle usine en 2018 qui a été
qui a été mise en place où il y a de l'automatisation. Donc, tous les deux, vous avez utilisé l'automatisation comme solution, comme investissement stratégique pour répondre à vos objectifs de croissance. Pour le bien des entrepreneurs à l'écoute aujourd'hui, pourriez-vous nous partager votre cheminement vers l'automatisation? Quels étaient vos principaux défis au quotidien? Martin, si tu veux, on commence par toi. On fait de l'automatisation depuis les tout débuts. Donc, à chaque fois, on essaie d'augmenter la productivité avec le même nombre de personnes et on grandit en termes de personnes au fur et à mesure l'entreprise grandit, mais on essaie toujours d'optimiser, d'automatiser. Les grands mouvements ont été faits principalement en 2016, 2017, 2018, quand on pensait à la nouvelle usine. Puis, on voyait venir la courbe démographique et on voyait bien qu'il était pour manquer de personnel à l'horizon. Donc, on a commencé à se dire l'automatisation va aussi nous permettre de fabriquer plus avec le même nombre de personnes. On voyait aussi dans le futur un quart de soir, un quart de nuit s'enclencher, sauf que l'usine commence à fonctionner 24 heures sur 24. Et ça aussi, faire des travails manuels de nuit, c'est un peu plus compliqué. Donc, si on réussit à optimiser puis même à robotiser ou à automatiser, ça va faire des travails qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont plus valorisés. Donc, ce qu'on voulait aussi là-dedans, on voulait réduire les tâches répétitives, les tâches ennuyantes, les tâches physiques. On veut comme éliminer tout ça. Fait que l'automatisation, ça répond à tous ces besoins-là. Fait que ça élimine les salaires les plus bas, ça augmente des salaires plus hauts, donc ça fait grandir les équipes. Fait que la clé là-dedans, c'est vraiment de faire grandir l'organisation dans son ensemble et les gens et toute l'entreprise, quoi. Fait que c'est pour ça qu'on automatise sans arrêt. Et de ton côté, Stéphane, comment ça s'est passé au niveau de l'automatisation? Bien entendu, ça ressemble un petit peu à ce que Martin mentionne. Nous, dans un entrepôt de distribution, à la base, il n'y a pas beaucoup d'automatisation. Donc, c'est pas comme dans une usine où qu'on fabrique. Donc, il faut un peu se casser les méninges et trouver les endroits où on peut, où on fait des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça plus facile, rendre ça plus efficient? Et c'est ce qu'on essaie de faire jour après jour. Puis dans le fond, oui, aujourd'hui, on a des grands projets d'automatisation, mais l'automatisation, c'est dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours qu'est-ce qu'on fait. Donc, si tous les matins, je dois faire je vais donner un exemple facile. Ça prend 15 secondes parce que ma calculatrice est toujours classée loin. Mais si tu sais que tu es toujours à la même place puis ça va te prendre 1 seconde de le faire, ben c'est une façon de faire de l'automatisation. C'est pas obligé d'être toujours des gros projets, c'est dans les petits gestes, les moyens puis les grands gestes. Donc aujourd'hui, on commence lentement. On a amélioré un système ERP pour pouvoir être plus efficace. On a éliminé le papier dans l'entrepôt. On a toujours évolué, modifié les équipements, modifié le racking, comme on dit, pour qu'on fasse moins de pas, que ce soit plus facile, que ce soit moins forçant pour travailler. Donc, c'est toujours ça qui est en mouvement, puis il faut avoir l'idée. Puis quand on a l'idée de penser en amélioration, ben, l'équipe nous supporte dans ça. Puis l'équipe va apporter les idées eux-mêmes. Hey, pourquoi qu'on ne fait pas ça de même? Hey, il y a ça, des fois, ça fait ça. Puis là, ben, tu y vas. Et c'est ce qui fait qu'au quotidien, ben, on cherche tout le temps à s'améliorer. Puis l'automatisation fait partie 100% de l'amélioration continue, si on peut dire. Puis comment tu choisis, Stéphane, un projet à automatiser? Est-ce que tu as une idée pour savoir c'est quoi un payback qui a de la valeur versus... Ben, quand on parle de payback, on parle de ROI. Tu peux avoir de grands ROI, mais si on fait un calcul average, un 18 mois, il y a des investissements qui prennent beaucoup plus que 18 mois. Il y en a que ça prend 2 jours parce que c'est tellement simple et efficace. Donc, ça peut être plus court, mais bien entendu, avant d'investir plusieurs milliers de dollars, on va vérifier s'il y a un ROI qui suit. Et on va s'assurer que... Mais c'est pas juste au ROI des fois. Il ne faut pas juste penser aux sous. Des fois, tu peux avoir un ROI sur l'humain. Puis je pense que ça, c'est encore plus payant que juste un ROI sur monétairement parlant, là. Parce qu'il faut s'assurer que nos gens sont dans des endroits puis des postes qu'ils aiment faire et que ce n'est pas des postes que tu rentres puis tu n'as pas le goût de rentrer.
Ça, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça te parle, Martin, parce que tu parlais de job ennuyante aussi que tu essayais de réduire sur la shop, là. Non, on travaille toujours à rendre les gens plus heureux, là. C'est dans notre raison d'être, là, c'est d'être croissance et bonheur. Il y a deux axes à ça. Il y a croissance pour nos clients. Le bonheur de nos clients, c'est d'offrir un bon produit au bon prix au bon moment. Mais tout ça va réjaillir sur si tu as un travail stimulant, ben ils vont être heureux au travail. Ça va aider la croissance de l'entreprise. C'est une espèce de tout est mêlé ensemble. Fait que si tes clients sont heureux, ben ils t'amènent plus de croissance. Si tu as de la croissance d'entreprise, ça te permet d'investir davantage en numérisation, en automatisation, en éliminant les trucs répétitifs, ennuyants, puis que c'est long. Donc, plus que tu réussis à valoriser le travail, plus que c'est le fun. Comme disait Stéphane, quand tu as envie de venir travailler à job, tu fais toujours une meilleure job que quand tu n'as pas envie d'y être. Donc, c'est un peu ça l'idée en arrière de ça. Donc, on travaille sur les tâches, si je résume, un petit peu répétitives. On essaye de les enlever. On essaye de mettre notre monde sur de la valeur ajoutée, de pas avoir de tâches ennuyantes. On se dit qu'un payback en 18 mois, généralement, c'est une bonne affaire si on veut commencer un premier projet d'automatisation, mais on garde pas que ça dans notre analyse quand on choisit un projet. On garde aussi de rendre son monde heureux, comme tu dis. Comme tu dis, Martin. Vraiment super intéressant comme premier échange. Sur une deuxième question, j'aurais tendance à vouloir qu'on échange les 6 prochaines minutes sur comment on prépare son plancher de production à recevoir des équipements. Je vois que Stéphane, tu as déjà commencé à parler de sans-papier, de WMS. J'aimerais ça que toutes les deux, vous me parliez un petit peu de comment vous avez préparé de ton côté. Martin, tu me dis que tu as commencé très vite à mettre en place des projets d'automatisation, qu'il y a eu des vagues dans l'entreprise, mais que c'est un état d'esprit que tu as toujours mis en place. Est-ce que vous pouvez nous jaser de ça pour nos entrepreneurs? Je commence, Stéphane. Chez nous, on a un processus qui s'appelle le PDP, mais tout le monde l'appellera comme il voudra. Mais nous, c'est le processus de développement de produits ou le processus de développement de procédés. Et dans le cas des nouveaux équipements, mais ça passe toujours à travers notre processus. C'est un meeting qu'on a une fois par semaine et toutes les équipes sont autour de la table. Fait qu'il y a 10-12 personnes impliquées là-dedans et c'est comme ça que ça se rend à tout le monde. Donc, à toutes les semaines, puis il peut y avoir dans ces processus-là, il y a à peu près 250 questions. Donc, ça passe à travers toutes les étapes, c'est comme un stage gate, là, dans le fond, c'est des étapes go, no go. Puis il y a 7 étapes dans notre truc, mais on pose des questions, on se dit est-ce qu'on a pensé à ça, on a pensé à ça. Donc, ça permet à les gens de la logistique, les gens de production, les gens de qualité, tout le monde est impliqué dans le nouveau développement. Donc, si on se dit hey, est-ce qu'on automatise la portion mise en boîte, ben là, tout le monde dit OK, ça va. Là, la première étape, c'est une bonne idée. Donc, tout le monde dit ouais, c'est une bonne idée, ça va simplifier le processus, ça va être plus efficace. La deuxième étape, c'est c'est faisable. Fait que là, on a-tu l'espace, on a des ressources humaines, on a des ressources financières. Fait que là, le financier est impliqué. Donc, tout le monde est impliqué. Et là, au 3, on se fait comme un petit, je vais en dire, j'ai un mot anglais, alors je vais essayer d'en trouver un français. On se fait un petit cahier de charge. Puis, à la fin de ce cahier de charge-là, il y a comme un go, no go. Là, tout le monde est-tu d'accord avec ça? Il va-tu être rentable? Là, si on revient au ROI de Stéphane, on va-tu faire un payback là-dessus, pas trop loin? Fait que là, on a comme notre petit go, no go. Et là, si ça va l'avant, mais là, on a fini notre étape 3 chez nous. Puis 4, on passe à l'action, on achète des machines. 5, on déploie, donc on l'installe vraiment. 6, on fait fonctionner. Puis 7, on corrige les erreurs, puis on se fait un petit post-mortem pour essayer de ne pas le faire la même affaire. Fait que donc, chez nous, toutes les étapes, toutes les équipes sont impliquées dans chacune des étapes. Donc, ils voient le processus s'activer tranquillement jusqu'à une espèce d'effet de croissance. Mais c'est pas parce qu'il y a un projet qui est rendu à l'étape 4 qu'il n'y en a pas un qui part à l'étape 1 puis il n'y en a pas un à l'étape 6. Fait que nous autres, d'habitude, il y a une 50aine de projets de front dans notre processus. Donc, c'est un feu roulant, mais là-dessus, il y a peut-être 30 développements de produits, 5 pour des équipements, 5 pour un nouveau processus. Fait qu'il y en a de tous les côtés. Mais c'est le meeting où tout le monde est impliqué, où il y a l'information qui circule, quoi. C'est une façon de faire circuler l'information. Mais c'est super intéressant parce que tu arrives à anticiper, dans le fond, les conséquences de l'implantation, par exemple, d'un équipement sur les autres rôles, les autres personnes dans l'équipe. Fait que c'est l'idée. Ça doit être très, très efficient. Rappelle-nous le nom de ce processus-là. On l'a inventé. Il s'appelle PDP, processus de développement de produits ou développement de procédés. C'est un P les deux fois, là. Fait que c'est un PDP. Mais tout le monde le mettra comme il veut, hein.
Donc, à tous les entrepreneurs qui sont à l'écoute, si vous voulez en savoir plus sur le PDP, vous appelez Martin, il va vous donner des conseils de comment mettre ça en place dans vos usines, parce que c'est très pertinent pour être en mesure d'avoir des implantations qui sont réussies puis qui créent pas des lourdeurs dans le processus à d'autres endroits pour d'autres collègues. Je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais bon, on essaie de les réduire au maximum. Mais au moins, tu peux les identifier parce que ton équipe est autour de la même table. Puis après, de faire, j'imagine, c'est un travail d'optimisation à travers ça, là. Exact. Hey, c'est vraiment pertinent. Stéphane, de ton côté, est-ce que tu as envie de rebondir de quelle façon là, par rapport à comment tu as préparé justement ton plancher de production à recevoir les équipements? Puis par rapport aussi aux propos de Martin, hein? Oui, je trouve ça très bien, ce que Martin disait, avec un PDB. PDP? Oui. PDP. Je fais exprès de te le faire répéter que les gens s'en rappellent. Mais nous, c'est beaucoup de data. Dans une entreprise de distribution, c'est beaucoup de data. On parle on a plus de 20 000 produits différents. C'est des localisations pour les produits. C'est de la marchandise qui rentre sur les quais de réception. Donc, on doit s'assurer de mettre en inventaire le plus tôt possible si on est en rupture de stock. C'est des centaines d'expéditions à chaque jour, de colis, de palettes. Donc, pour préparer les gros projets d'automatisation, c'est vraiment d'avoir une équipe en place qui sont capables de travailler que le data. Puis quand on parle de data, là, on parle plus de milliers, mais on parle plutôt de millions de codes d'information. C'est énorme. On parle de système ERP, on parle de système de WMS, WCS. Après ça, ça nous prend un intégrateur si on parle de notre système de robotisation sur lequel on travaille actuellement. Donc, on parle de 2000 pieds de convoyeurs qu'on va ajouter et s'assurer que la commande d'un client arrive ensemble pour être expédiée, pour être sur la même palette. Donc, c'est vraiment l'analyse de data. Puis, je pense que c'est Albert Einstein qui disait ça, s'il y avait à sauver la planète, comment il fonctionnerait? Je pense qu'il prendrait 50 minutes à peu près pour analyser, pour comprendre, et il prendrait 10 minutes pour sauver la planète. Donc, je pense que dans notre domaine, en distribution, c'est peut-être pas juste non plus le seul domaine, mais je pense que tout part dans l'analyse de besoins et de vraiment comprendre pour après ça arriver avec une solution qui va fonctionner. Puis, on n'aime pas ça fonctionne pas du premier coup, fait qu'on met beaucoup de rigueur là-dessus. En tout cas, ça paraît bien, hein? Nommer Albert Einstein dans une réponse, j'aime ça. Parce que je l'ai entendu là, 2 jours, j'ai dit c'est bon ça. Je pourrais, si tu veux, te chercher sur un Google rapidement la prochaine citation. Non, c'est bon. Non, mais c'est intéressant parce que vos deux propos se rejoignent à mon sens. C'est que dans un côté, on a Martin qui crée des barres énergétiques. Donc, c'est vraiment un travail de création. Il y a plusieurs types de barres. Et dans ce contexte-là, il y a une analyse de la production qui se fait à travers le processus PDP, qui va impliquer après différents systèmes d'automatisation ou différents fonctionnements qu'on met en place. De ton côté, Stéphane, c'est plus une quantité astronomique de pièces. Tu les crées pas, tu les vends, mais il y a une quantité astronomique de pièces. Donc, c'est une gestion aussi d'informations qui est vraiment importante, que tu mets aussi beaucoup de temps dans l'analyse et la compréhension. Fait que je pense que là, vous donnez un message clé aux entrepreneurs à l'écoute qui est analyser votre réalité, là, qu'elle soit matérielle ou informatique, là. Prenez le temps de l'analyser avant de vous embarquer dans des investissements stratégiques, puis faites participer tout votre monde. Pensez pas qu'il y a des sous-fonctions dans l'entreprise, puis faites participer tout votre monde. Puis d'ailleurs, là-dessus, je vais pas tout de suite lancer ma question, mais je vous vois qui essaie de la tête. Donc, est-ce que vous voulez bonifier un petit peu mon petit résumé? C'est oui, c'est non, il n'y a pas de souci. Non, ben c'est bon. Ton résumé était parfait. Rien de plus à dire. Il faut impliquer le monde. Il faut que les gens embarquent. Alors là, on va se gâter dans ce cas-là sur les 10 prochaines minutes là, de jaser de comment qu'on implique le monde là, dans vos deux entreprises. Donc, vous êtes tous les deux des grands leaders.
Puis, vous avez réussi pour les auditeurs, on a eu une pré-entrevue et je sais que vous avez réussi à mobiliser vos équipes pour pouvoir, vous avez réussi à implanter des cultures qui sont favorables à l'automatisation chez vous. Vous avez des talents comme entrepreneur, vous savez vous entourer. J'aimerais ça que vous me parliez de comment vous vous y prenez, quels ont été, que vous donniez des conseils qui sont concrets aux leaders qui sont à l'écoute de comment vous vous y prenez pour embarquer votre monde dans justement les efforts de croissance qui passent notamment par l'automatisation ou d'autres stratégies innovantes là, dans vos entreprises. Là. Si je vais, vas-y, Stéphane. Dans le fond, ce que j'aime mentionner et même répéter, c'est que chez Transit, la seule constance, c'est le changement. Puis, quand on vit dans un monde de changement et d'amélioration et d'ajustement avec les nouvelles façons de faire, ben, t'attires les gens qui sont passionnés par ça, qui sont passionnés par l'amélioration, qui sont passionnés par les défis, parce que être à la tête d'une entreprise qui se dit, nous, on fait ça comme ça, on va continuer à faire ça comme ça, puis ça va bien. C'est pas du tout la même atmosphère que on doit essayer de se réinventer à chaque jour, à chaque semaine pour toujours être en mesure de faire mieux. Donc, c'est un beat, excusez-moi l'expression, mais c'est un beat différent. Donc, pour nous, la constance chez Transit, c'est le changement. On aime les défis. On aime rouler pour rester un petit peu dans l'automobile, le gaz au fond. Donc, on aime se surpasser. On aime quand ça bouge. Et c'est ce mood-là qu'on vit journalièrement. Et c'est de la façon de faire parce que en étant comme ça, on attire des gens comme ça. Puis même en entrevue, on le mentionne. Tu sais, quel genre d'entreprise qu'on est. Parce que souvent, les gens vont se coller à une culture. Donc, ça fait partie de notre culture d'être ce qu'on est aujourd'hui, de toujours vouloir faire mieux. Et faire mieux, là aussi, c'est vraiment produire plus avec moins d'efforts. C'est ça que ça se résume, l'automatisation. C'est produire plus avec moins d'efforts. Donc, puis, si tu produis moins avec moins d'efforts, ben, tu peux mettre du temps ailleurs à faire autre chose. Comme encore là, continuer à s'améliorer. C'est un petit peu comme ça, comment on fait chez Transit. Martin, est-ce que tu veux prendre la POC? Oui, mais Stéphane a donné toutes mes réponses, fait que c'est correct. Je vais trouver un autre angle. Chez nous, dans les derniers 20 ans, on a environ entre 30 et 40 % de croissance. Notre moyenne est à 32,5 % par année. Donc, 33 % plus 33 % plus 33 %. Fait qu'on est en train de se réinventer à tous les 3 ans. Donc, ce qu'on avait prévu il y a 3 ans est déjà plus bon 3 ans après. Donc, d'où le paradigme que la constance chez nous, c'est le changement. C'est exactement la même chose. Et c'est exactement la même réponse que Stéphane. Nous, on embauche sur les attitudes. Donc, on s'assure que les gens qui sont en face de nous ont envie de venir travailler dans notre équipe, puis que les gens de l'équipe vont être heureux d'avoir cette personne-là dans l'équipe. Donc, la culture se bâtit face à... ça ne veut pas dire que les personnes qu'on choisit pas, ils n'ont pas de talent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas compétentes. Ça veut juste dire qu'ils sont pas dans leur meilleure position en étant dans notre équipe, parce que nous, on a une certaine façon de fonctionner, puis on veut que les gens soient dynamiques. Donc, d'où on se réinvente à tous les 3 ans. Donc, ça prend des gens qui sont capables de vivre dans une organisation qui change tout le temps. Fait que donc, ce qui était bon il y a 1 an est déjà plus bon 1 an après. Fait que donc, l'automatisation change beaucoup de choses. La numérisation change beaucoup de choses. L'innovation dans les processus, ça peut être un processus RH, ça peut être un processus organisationnel, mais ça peut aussi une innovation de produits, d'équipements. Il y en a partout, tout le temps. Donc, c'est assez... caractériel de qui nous sommes. Donc, ça nous prend absolument quelqu'un qui a envie de vivre ça. T'sais, si tu n'as pas envie de faire... il y a une couple de paramètres, là, travail d'équipe, puis walk the talk. Si tu ne fais pas ce que tu dis pas ce que tu fais, l'équipe va t'éjecter. C'est pas besoin d'être le responsable là, ou le supérieur qui t'éjecte. Là. C'est l'équipe qui va dire « Hey, dans notre équipe, là, c'est le même que ça fonctionne. » Fait que c'est eux-mêmes qui éjectent. Donc, la culture se bâtit avec des années et une bonne sélection des personnes qui rejoignent l'équipe.
Ben, ça serait ça mon résumé de... Et d'ailleurs, Martin, à cet effet, tu vas choisir des gens qui ont un tempérament dynamique, qui sont innovants. Je vois que chez Stéphane aussi, c'est la même chose. Concrètement, comment tu gères les erreurs dans tes équipes? Comment tu leur permets de faire des erreurs, mais de pouvoir s'émanciper? Ben, il y a une petite lettre motive qui existe depuis probablement 2001 ou 2002, je me rappelle pas, qui dit prends une décision. Ça va trop vite. Tu peux pas aller tout le temps aller valider ton superviseur ou ton supérieur ou en tout cas ton responsable. Prends une décision. Go, avance. Go, go, go. Fait que là, mais prends 2 bonnes décisions sur 3. Parce que si tu as fait 2 bonnes décisions sur 3, tu as fait 2 pas en avant. Puis la 3e, tu as reculé d'1 pas, mais au moins tu as avancé. Fait que continue. L'important, c'est que la 3e, celle qui était pas bonne, tu la refais pas 2 fois. Donc, la logique, c'est 2 sur 3 ou 3 sur 2. Donc, 2 bonnes décisions sur 3, mais la 3e, il ne fallait pas 2 fois. Donc, les gens ont le droit à l'erreur, on doit d'avancer, mais en autant qu'ils apprennent. Fait que dans ce temps-là, quelqu'un qui a fait plein d'erreurs, mais qui a toujours fait 2 bonnes décisions sur 3, tu veux le garder dans ton équipe, il ne refera pas la 3e 2 fois. Fait que quelqu'un qui fait des erreurs, ça peut être pertinent. Quelqu'un qui ne prend pas de décision, il ne fait pas d'erreur. Mais il ne peut pas aller à la vitesse qu'on va. Il ne peut pas aller à une croissance de 33%. S'il ne prend pas d'erreur, on va être encore là demain matin, on n'a pas le temps. Fait que go, fonce. Super belle façon d'aider ses équipes à faire les erreurs, mais aussi à travailler le risque aussi au niveau de l'entreprise. Je pense que tu fonctionnes aussi par palier au niveau des latitudes d'erreur que tu donnes aux gens. Ben, tout le monde est responsable de son travail chez nous. Fait qu'il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre de vice-président, de directeur, de coordonnateur. Tout le monde a le titre de responsable. Tu vois, moi, je suis responsable de la pérennité. Fait que je m'assure qu'on soit encore là dans 5 ans. Ça fait que ça, c'est mon titre à moi. Mais il y en a une qui est responsable des premières impressions. Ça, c'est celle qui répond au téléphone. L'autre, il va être responsable des recettes. Fait que tout le monde a une responsabilité. Fait que, mais oui, évidemment, il y a toujours des niveaux de responsabilité. On veut pas que la personne qui est responsable des premières impressions décide si on va investir 10 millions dans une nouvelle usine. Fait que oui, il y a des niveaux de responsabilité, mais chaque personne est responsable de son propre résultat et de son propre travail. Donc, ça élimine le fait de je veux tout le temps voir mon responsable, mon superviseur. C'est fais des essais-erreurs jusqu'à temps que tu grandisses dans l'entreprise. On responsabilise les gens dans leurs fonctions, mais on les fait grandir avec des niveaux de complexité au fur et à mesure du temps. Super. Et de ton côté, Stéphane, comment ça se vit? Je crois que cette gestion des forces chez Transit. Oui. On essaie d'agir tout le temps par la gestion des forces. C'est sûr que dans les descriptions de poste, si tu as des gens qui occupent le même poste, ils ont toutes la même description de poste. Puis moi, ce que j'aime pas, c'est chaque personne qui est à ce même poste-là ont des forces différentes de leurs confrères, consoeurs de travail. Fait que juste une petite anecdote rapidement, on avait des gens qui ont chargé de compte, donc qui s'occupent de nos clients. Puis, il y avait toujours des tâches qu'un n'aimait pas, l'autre ne faisait pas, etc., etc. On avait un petit conflit. On a fait venir ces personnes-là. On a dit, vous allez écrire sur un bout de papier les tâches qui vous puent au nez, que vous n'aimez pas. Si tu n'avais pas ça, tu serais encore plus heureux au travail. Ils ont mis dans le milieu de la table. Deuxième étape, c'est pas compliqué. Ceux qui voyaient les tâches qui les intéressaient, exemple, faire des cold calls. Il y en a un qui n'aimait pas ça. L'autre, moi, j'aime ça, faire des cold calls. Ramasse la tâche. L'autre disait, moi, si t'aimes pas ça, moi, j'aime ça, faire ça. Donc, toutes les tâches ont été redistribuées. Il n'en restait pas une sur la table. Et les gens sont partis à leur poste, tout simplement avec un plus grand sourire sur les lèvres, parce que là, tu viens d'enlever les cailloux dans les souliers, qui fait que c'est fatigant toujours à journée longue. Donc, tu utilises les forces plutôt que les titres des gens. Il faut découvrir les forces des gens. Avec les mois, les années qu'on travaille avec eux, on sait dans qu'est-ce qu'ils aiment faire. Donc, on y va, puis on utilise ça au maximum. Il faut un petit peu être imaginatif, puis tu l'essayes. Puis en l'essayant, tu te donnes le droit de faire l'erreur parce qu'on a déjà fait des essais que ça n'a pas bien fonctionné. Mais encore là, prendre l'exemple à Martin, si on fait 2 bonnes décisions, puis on en prend une de temps en temps qui est moins bonne, on avance pareil.
Écoutez, merci Martin et Stéphane pour ce panel très riche en savoir, mais surtout en savoir-faire, parce que je vois que vous avez donné beaucoup de pistes au niveau de nos entrepreneurs, que l'automatisation, on n'a pas le choix pour répondre à la main-d'œuvre, aux problématiques de main-d'œuvre, que ça passe aussi par une bonne compréhension de nos procédés, de nos processus pour améliorer la productivité, mais surtout et avant tout par la puissance d'action qu'on donne à nos gens, de les mettre sur des responsabilités et des tâches où ils sont heureux de travailler, puis de créer de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Puis ce que je trouve dans ces dernières minutes, c'est que vous nous avez donné concrètement des trucs de comment qu'on peut fédérer nos employés et les mobiliser. Donc, un grand merci à vous deux. Ça fait un plaisir. Merci. Merci. Bye tout le monde.